Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Conteur plébiscité par la passion des Français pour l'histoire, écrivain et auteur de nombreux livres à succès, animateur d'émissions de radio et de télé, conférencier mais aussi homme de spectacle. Dans votre dernier ouvrage intitulé Portrait et destin, publié aux éditions Perrin, vous appelez le lecteur à célébrer l'héritage que nous avons reçu de la bataille de Salamine, au premier pas de l'homme sur la Lune, en passant par Colbert, le mariage de Louis XVI, le général de Gaulle ou la saga des Pétrosians. Vous racontez une vingtaine d'histoires écrites d'abord pour le magazine Historia, un magazine qui, enfant, dites-vous, aura suscité votre passion pour l'évocation du passé. Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai fait partie de ceux qui n'ont peut-être pas appris à lire dans Historia, mais ont appris l'histoire à travers les articles de cette fantastique revue qui réunissait, dans les années 50 et 60, les plus grandes plumes dans le domaine. Alors moi, évidemment, je n'étais pas né dans les années 50 et au début des années 60, mais j'ai eu la chance d'avoir comme préceptrice, si l'on peut dire, en tout cas comme répétitrice d'orthographe, une dame qui était une abonnée à Historia et qui qui puisait les textes de toutes les dictées qu'elle me faisait faire dans cette revue. Et alors, ça m'amusait beaucoup parce que elle disait, je préfère les articles de Decaux qui sont toujours mieux documentés, mais évidemment, Castelot écrit mieux, donc je te dicterai des textes de Castelot, me disait-elle. Elle ne pouvait pas deviner, cette dame, que bien plus tard, je rencontrerais et l'un et l'autre et qu'ils deviendraient en quelque sorte mes parrains dans le métier. Avec la double ambition d'instruire et de distraire, vous soulignez qu'à l'école de maîtres, justement comme Decaux et Castelot, chaque évocation se devait de tendre vers une forme de synthèse, tout au moins vers un archétype, dites-vous. Vous ajoutez, plus j'avance dans ce métier et dans la vie, plus je me dis qu'il n'existe pas de meilleure école. Mais c'est vrai. Il me semble qu'il faut savoir tirer des situations et de tout ce que nous offre l'histoire, de ce gigantesque réservoir d'expériences humaines, un certain nombre de principes, d'idées, des archétypes précisément, qui, au-delà de l'intérêt qu'ils peuvent avoir dans le contexte qui a été le leur, nous apportent, nous nourrissent et nous donnent des clés peut-être pour comprendre notre propre vie et notre propre époque. Il y a de ce point de vue une dimension pédagogique de l'histoire et on pourrait presque dire que c'est une grille de lecture. Et c'est vraiment ce que j'essaie chaque mois de faire partager aux lecteurs d'Historia, puisque maintenant, le privilège incroyable m'est donné d'être à mon tour un des auteurs de cette revue, de ce magazine séculaire. Les textes dont vous parlez, les chapitres, les cartes blanches, puisque c'est le nom que leur a donné Historia, sont réunis dans ce volume, la Portraits et Destins, de manière chronologique, mais je pense et j'espère que ce qui frappe le plus les lecteurs, c'est leur grande variété, c'est la diversité, c'est le côté coq à l'âne d'une certaine manière. J'aime bien, dans l'exercice un peu difficile, dans l'exercice imposé du compendium, j'aime bien ce côté hyper varié, cette capacité à changer de centre d'intérêt du tout au tout en tournant simplement une page. Alors parmi ces 20 destins, vous évoquez celui d'Alexandre le Grand, dont la vie a été vouée à la notion de dépassement. Vous précisez que son ambition ne connaissait pas de limite. Ah oui, on peut dire que lui vraiment a été biberonné à l'ambition par sa mère d'abord. Je pense qu'elle a joué un rôle absolument essentiel. Et puis peut-être aussi d'une certaine manière et à contrario par un père qui voulait avoir en son héritier un continuateur. Et c'est vrai qu'Alexandre, de ce point de vue, est sans doute l'un des personnages les plus essentiellement ambitieux de toute l'histoire. Ce n'est pas une ambition personnelle, ce n'est pas une ambition mesquine, c'est l'ambition grandiose de celui qui sait que le destin d'un peuple est attaché à la semelle de ses sandales, en l'occurrence. Alors à propos de l'évocation de la famille Pétrosian, le plus célèbre des commerces arméniens de la capitale, vous dites qu'il est probable que sans Lénine et sans les bolcheviks, le caviar ne serait jamais devenu ce signe extérieur de richesse. C'est quand même étonnant, hein, vous avouerez. L'histoire du caviar est peut-être une des histoires les plus drôles, j'allais dire, les plus ironiques en tout cas qui puissent exister. D'abord ce produit qui au départ était un produit tout à fait banal et qui devient le symbole absolu du luxe. Et puis d'autre part, les questions géopolitiques qui, en Russie d'abord, beaucoup plus tard en Iran, ont fini par modifier complètement les circuits, les voies d'importation. Et puis aussi peut-être le produit lui-même qui a été travaillé à mesure que le goût du public évoluait.
Toute cette histoire-là, je ne l'ai pas découverte dans des livres, je l'ai découverte en discutant avec M. Pétrossian lui-même, qui m'a reçu et qui m'a fait déguster ces merveilles. Inutile de vous dire que ça n'a pas été l'article le plus déplaisant à écrire. Ah oui, à rédiger, oui. Aujourd'hui, Franck Ferrand, les polémiques se succèdent régulièrement et il semble malheureusement de plus en plus difficile de restituer un personnage historique dans le contexte de son époque et d'essayer de comprendre son action autrement qu'à l'aune de nos concepts moraux actuels. Oui, c'est vrai que c'est une des grandes questions qui se posent. Vous savez, c'est assez étonnant parce que j'étais à l'instant même, avant que ne commence notre conversation, j'étais en grand échange avec des jeunes gens qui justement se posent cette question de la woke culture, du déboulonnage des statuts, de la remise en perspective d'un certain nombre de grandes figures et de grands événements. Il me paraît très important d'abord de laisser à l'histoire toute sa place. Je pense qu'on ne peut pas prétendre réécrire les choses à la lueur d'idéologies, quelles qu'elles soient du reste. Et d'autre part, il me paraît assez intéressant de comprendre quel est l'intérêt de ceux qui nous étouffent sous cette idéologie du wokisme. Tout ça n'est pas gratuit, bien entendu, vous savez, et je pense que les intentions sont moins pures qu'il n'y paraît parfois. Donc ne soyons pas les dindons de la farce, ne nous laissons pas avoir, si je puis dire. Continuons à étudier, continuons à contextualiser, et essayons d'être le plus juste possible. Le but dans toute cette affaire, c'est d'essayer de manière assez voltairienne, en quelque sorte, de s'approcher, sinon de la vérité, du moins de ce qu'on pense être la vérité. Merci Franck Ferrand. En tous les cas, je rappelle le titre de votre ouvrage « Portraits et destins » publié aux éditions Perrin. Je signale à nos auditeurs que nous aurons donc le plaisir de vous accueillir à Marseille puisque vous serez l'invité d'honneur de la cérémonie de remise des prix Charles Aznavour et Alain Terzian 2021. Cérémonie qui se déroulera, je le rappelle, dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône le 4 décembre prochain. Merci Franck Ferrand et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne. Quel magazine aura suscité la passion de Franck Ferrand, enfant, pour l'évocation du passé? Des cartes cadeaux à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. Quel magazine aura suscité la passion de Franck Ferrand, enfant, pour l'évocation du passé? 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.